Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission de Point de vue avec 4 sujets qu'on va traiter aujourd'hui et que je vous propose de découvrir sans plus tarder. Nous allons parler du mouvement des Gilets jaunes qui continue, même s'il a un moindre succès, mais qui se radicalise aussi avec de vrais dérapages. Les Gilets jaunes sont-ils devenus trop violents? On se posera la question. On s'interrogera aussi sur l'affaire Carlos Ghosn, le patron de Renault-Nissan, qui est toujours en garde à vue pour fraude fiscale au Japon. C'est quand même l'homme, Carlos Ghosn, qui a sauvé l'industrie automobile japonaise. Alors les Japonais sont-ils des ingrats? Vous nous donnerez votre point de vue. Nous parlerons aussi des syndicats, alors que Force ouvrière se cherche un nouveau patron pour succéder à Pascal Pavageau, le secrétaire général qui mettait tout le monde en fiche. Les mêmes syndicats sont totalement à la ramasse sur le mouvement des Gilets jaunes. En a-t-on encore besoin? Faut-il les sauver? On se posera la question. Et puis on s'intéressera plutôt aux européennes du côté des Républicains qui se cherchent toujours une tête de liste. Ils ont quand même une idée en tête, un jeune professeur de philosophie, c'est peut-être une idée baroque. On verra, on en parlera avec nos 4 invités. Bonsoir Lucille Schmid. Bonsoir Guillaume. Vous êtes coprésidente de la Fondation Verte Européenne. On rappelle que votre dernier livre, La France résiste-t-elle à l'écologie, a été publié aux éditions du Bord de l'eau. Christophe Devoogd, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes historien, professeur à Sciences Po, vous enseignez la rhétorique et les idées politiques. Parmi vos ouvrages récents, la participation à celui-ci, Où va la démocratie? Ça a été publié chez Plon l'année dernière et c'est un ouvrage en collaboration. Christian Macarian est là aussi, bonsoir. Christian, bonsoir. Vous êtes directeur délégué de la rédaction de l'Express. L'Express qui nous régale cette semaine d'une couverture forte sur les agressions contre les homosexuels. Un homo agressé toutes les 33 heures. Assez. Et puis Philippe Meyer est là aussi. Bonsoir. Bonsoir. Ravi de vous accueillir dans cette émission. Vous êtes journaliste, écrivain, animateur du Nouvel Esprit Public qu'on retrouve chaque dimanche en podcast. Et puis votre dernier livre, Les gens de mon pays, a été publié chez Robert Laffont. On commence donc par parler, c'est pas très nouveau, mais ça évolue tous les jours, des Gilets jaunes. Le mouvement traîne en longueur avec des événements un peu surprenants. Des familles entières ont ainsi passé la nuit dans leur voiture sur l'autoroute A10, c'était en Gironde. Il y a de vrais phénomènes de violence, c'est particulièrement aigu à La Réunion où il y a quand même carrément eu un couvre-feu. Est-ce que les Gilets jaunes sont trop violents? C'est en tout cas l'avis de Benjamin Griveaux, le porte-parole du gouvernement, qui en a parlé ce matin à la sortie du Conseil des ministres et qui s'est efforcé, on peut le dire, de discréditer le mouvement. Il faut être intraitable sur l'ordre public. La liberté n'existe que s'il y a l'ordre public. Et nous ne pouvons accepter les 2 personnes qui sont décédées, les centaines de blessés chez les manifestants et bien sûr les blessés chez les forces de l'ordre. Nous ne pouvons pas non plus accepter les propos racistes, xénophobes, antisémites, homophobes, qui parfois ont été entendus, ont été filmés et ont été tenus à l'endroit de certains de nos compatriotes qui se trouvaient là. La réponse de l'État a été ferme et la sévérité sera de mise comme elle l'a été depuis le premier jour. Christophe Devoogd, le discours sur le malaise des Français que l'on entend apparemment est terminé. Maintenant, c'est plutôt le bâton. Ça vous paraît une bonne réponse? J'observe, c'est ce qu'en communication on appelle le cadrage et ce qu'on appelle en rhétorique plus classiquement la substitution. On passe d'un registre à un autre et là on est passé en effet à l'argument, on va dire, à 2 types d'arguments. À l'argument ad hominem, c'est-à-dire qu'on attaque les Gilets jaunes et on utilise les arguments d'influence, c'est-à-dire la peur du désordre, la peur de l'anarchie, et l'argument d'autorité, nous sommes l'État, nous devons faire... Et donc, qui sont des arguments tout à fait respectables. Le grand problème que j'ai, moi, avec toute cette affaire depuis le début, sans donner évidemment raison à aucun des camps, c'est que l'absence d'argumentation sur le fond. C'est-à-dire, et je parle sous le contrôle de Lucille, l'argumentation écologique. Il ne suffit pas de dire c'est pour la transition énergétique, c'est pour la transition énergétique. Là, le dossier du gouvernement est quand même beaucoup plus faible. Moi, je signale une chose qu'on entend très peu quand même dans les médias. On a voté la taxe carbone en 2015. Depuis 2015, la France augmente ses émissions à effet de serre. Elle les augmente. Je rappelle que dans le même temps, les États-Unis, les horribles Américains, les diminuent. C'est une chose qu'on ne dit jamais. Bon. La deuxième chose, c'est que quand un gouvernement dit nous allons augmenter la taxe carbone
et nous allons récolter 3,5 milliards d'euros avec cette augmentation, par définition, il n'attend pas à ce que se produise une substitution, puisqu'il attend des recettes fiscales supplémentaires. Je crois que c'est une contradiction du raisonnement qui échappe beaucoup et qui, moi, me paraît un peu gênante du point de vue de l'argumentation de fond. Donc, bref, ce serait pas mal de revenir à l'argumentation de fond, parce que ce que disent certains gilets jaunes vise justement cette argumentation de fond. Lucile Schmid, il est devenu trop violent, ce mouvement. Je parlais de la Réunion. On peut remarquer quand même que, même s'il y a eu plusieurs dizaines de blessés, notamment chez les forces de l'ordre, eh bien, les manifestants ont obtenu satisfaction, c'est-à-dire le gel de cette taxe carbone à la Réunion jusqu'à 2021. Peut-être que la violence est aussi un moyen de se faire entendre. Moi, je pense que non, bien sûr. Je suis en faveur, comme je pense l'ensemble des personnes sur ce plateau, de la non-violence. Ce que je voulais dire par rapport à ce que vient de dire Christophe, c'est qu'il y a eu une absence d'anticipation de la part du gouvernement parce que cette manifestation a été lancée sur les réseaux sociaux et que quand on organise des manifestations sur les réseaux sociaux, on néglige la question du droit et la question de l'organisation concrète d'une manifestation. Une manifestation, ça se déclare en préfecture, il faut 3 organisateurs et lorsqu'elle n'est pas déclarée, c'est un attroupement. Le sujet là, c'est qu'il y a eu, je crois, quelques dizaines de manifestations légalement déclarées et la très grande majorité était en fait des attroupements. Après, il y a eu un choix du gouvernement de ne pas recadrer les choses en amont, sans doute parce qu'il sentait qu'il y avait une certaine légitimité en termes de pouvoir d'achat de l'objet, du contenu même de cette manifestation. En revanche, sur la question de la fiscalité écologique, et on voit bien que la difficulté, c'est qu'il y a plusieurs sujets qui s'emboîtent les uns dans les autres. Il y a le sujet de l'ordre public, mais qui surgit une fois que l'ordre public a été bafoué. Donc moi, je trouve que le gouvernement, là-dessus, il a des torts, il aurait dû cadrer les choses, et je trouve aussi que les différents... Il aurait dû quoi? Interdire les rassemblements Pas forcément interdire, sauvages, mais les attroupements? Il aurait dû rappeler, puisque ça fait 15 jours qu'on nous racontait qu'il allait y avoir une manifestation des Gilets jaunes, il aurait dû en amont rappeler qu'une manifestation, ça s'organise, qu'il faut déclarer les choses en préfecture, et ça aurait dû être fait aussi sur les territoires. Donc il y avait une question de maillage du territoire en prévention, en anticipation. La deuxième chose, c'est que les différents leaders politiques qui ont soutenu, sans la soutenir, tout en la soutenant, cette manifestation, ont négligé eux aussi cette question du droit. Et je trouve que sur le plan des contre-pouvoirs, des opposants à Emmanuel Macron, il y a eu aussi une forme de, moi je trouve, d'irresponsabilité. C'est-à-dire que tout le monde était là en train de se dire, est-ce que je peux récupérer les gilets jaunes contre Emmanuel Macron? Et on voit bien qu'aujourd'hui, étant donné qu'il y a 2 morts, plusieurs centaines de blessés, tout le monde est gêné. Mais quand on voit la façon dont ça s'est passé le jour J, je pense qu'il y a eu aussi une irresponsabilité de l'ensemble de la classe politique opposante à Emmanuel Macron lorsqu'il soutenait. Il y a eu évidemment Marine Le Pen, ça on s'y attendait, mais Jean-Luc Mélenchon, je trouve, a fait preuve d'une absence de discernement assez forte, et Laurent Wauquiez aussi. Mais sur le fond, l'argumentation... Sur le fond, sur la fiscalité écologique, j'ai déjà eu l'occasion d'ailleurs d'en débattre avec Philippe. Moi, je rappelais que Huguette Bouchardon, en 1983, a commandé un rapport qui montrait que le diesel était cancérigène. Donc il y a un sujet sur le fait que le tête-à-queue en fait, de la politique menée par les pouvoirs publics interroge les Français qui disent « mais pourquoi on nous a menti depuis 30 ans ?» Et ça, c'est un sujet essentiel. Et la deuxième chose qu'ils disent, c'est on va encore nous pomper notre argent et ce ne sera même pas affecté à la transition écologique. C'est un deuxième argument assez fort et de bon sens. On vous pose la question sur Twitter. Trouvez-vous que les mouvements des Gilets jaunes soient devenus trop violents? Vous nous répondez non à 57%, donc c'est assez équilibré. Sur le Figaro.fr, Lila nous dit « Je ne crois pas une seconde que les violences soient le fait des Gilets jaunes ». Et M. Babineau, qui est aussi sur ce même registre, « La grande majorité des Gilets jaunes reste pacifiste. C'est irresponsable de caricaturer ce mouvement ». Philippe Meyer, est-ce que selon vous, il y a des dérapages limités ou c'est le mouvement lui-même qui est remis en question dans sa légitimité? 3 choses. Comme le disait le porte-parole du gouvernement, nous ne pouvons pas accepter que soient tenus des propos racistes, des propos xénophobes, des propos homophobes et toutes sortes de propos phobes qu'on a pu entendre ici et là. Nous ne pouvons pas non plus accepter qu'on parle des Gilets jaunes comme de la France qui fume des clopes et qui roule au diesel. Oh, c'est justement le porte-parole du gouvernement qui a eu cette expression malheureuse. Même s'il a dit après que finalement, il ne l'aurait peut-être pas dit. Il a démenti mollement, on va dire. Bref, le problème aujourd'hui, c'est que quand on dit qu'on n'a pas dit, on ne fait qu'aggraver ce qu'on a dit parce que, évidemment, on a été enregistré, on l'a dit devant témoins. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'est-ce qu'on peut dire des Gilets jaunes? On peut dire qu'ils sont jaunes. Sorti de là, on a beaucoup de mal, parce qu'il y a une telle diversité de manifestants que, oui, incontestablement, il y a des endroits où des gilets jaunes se sont comportés de manière violente. Il y a d'autres endroits, ce péage d'autoroute notamment, où des casseurs sont venus, des gilets jaunes ont essayé de s'opposer à eux et n'ont pas réussi parce que les casseurs avaient des barres dont ils se sont servis, entre autres, pour taper sur des gilets jaunes. Et puis une troisième chose qui peut paraître marginale, mais à laquelle je tiens. Il y a en ce moment le Congrès des maires de France.
qui se drapent dans une vertu admirable et dans le fait qu'ils sont, paraît-il, les seuls élus qui aient vraiment la confiance des Français. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait, les maires de France, pour empêcher cette France que Gulli a appelée périphérique de devenir de plus en plus périphérique? Avec quelle intensité se sont-ils mobilisés pour empêcher les fermetures de voies ferrées, pour empêcher un certain nombre de décisions qui ont fait que, encore, ceux qui sont dans cette France périphérique se sont sentis de plus en plus périphériques? Je ne vois rien qui ressemble, de leur part, à une véritable prise de conscience en dehors, pardon Christophe, de la rhétorique, qui a toute sa... Au mauvais sens du terme, et qui ait contribué à faire en sorte qu'un mouvement comme celui-là ne soit pas justifié. Oui. On entend à niveau dans ce que vous dites que c'est un mouvement qui reste légitime, même si les dérapages sont condamnables. Comment est-ce qu'on peut délégitimer un mouvement de gens qui ont le sentiment qu'il n'y a aucune espèce de relais à des considérations qu'ils considèrent et que beaucoup d'analystes considèrent comme légitimes? Après, les formes que prend ce mouvement, les erreurs qui ont été faites dans leur organisation, ou même son absence d'organisation, sont en effet des choses qui peuvent avoir des conséquences fâcheuses. Mais l'idée de les regarder de haut en disant « écoutez, rentrez chez vous parce que ça ne va pas du tout, tout ce que vous faites ne nous convient pas, et reprenez votre diesel et rentrez à la maison », et vos clubs. S'il vous plaît, encore, c'est les plus polis des membres du gouvernement qui disent s'il vous plaît. J'ajoute pour compléter ce que vous disiez sur les casseurs qu'à La Réunion, l'essentiel des violences, et d'ailleurs le fait des casseurs, qui se sont des jeunes casseurs qui se sont substitués aux Gilets jaunes eux-mêmes pour des affrontements extrêmement violents, en particulier avec la police. Christian Macarian, est-ce qu'il faut qu'ils rentrent chez eux, ces Gilets jaunes? Non. Non. Leur colère est légitime tout autant qu'elle respecte les règles de droit. Mais je voudrais dire trois choses. Pas pour paraphraser Philippe, qui également avait trois choses à dire. Il n'y a pas d'inflation, donc c'est pas... C'est une règle de la rhétorique. C'est une règle de la rhétorique et de l'Institut d'études politiques. C'est un moyen de garder la parole longtemps dans un débat. Qui préfère les plans en deux parties du reste. Mais c'est l'université qui aime le plan en trois parties. Absolument. Et quand même, Sciences Po. Alors, Charles, mais s'il vous plaît, revenons à notre débat. Christian Macarian a trois choses à nous dire qui vont être brèves pour que la parole puisse tourner. Tout le temps de parole a été consommé préalablement. Premièrement, philosophique, mais que tout cela était prévisible. Qu'on ne comprenne pas que des êtres humains dans une société organisée et dans une vieille république sociale fatiguée comme l'est la France n'acceptent pas la sensation de perte, de diminution, de réduction, est quelque chose, à commencer par ceux qui ont le moins, est quelque chose d'assez évident, me paraît-il. Une deuxième réflexion qui est d'ordre historique, quand est-ce que les hommes politiques français apprendront à faire autre chose qu'inventer des impôts, directs ou indirects, autrement appelés taxes? Depuis l'Ancien Régime, il en est ainsi, et on sait très bien que ça provoque toujours des colères. Je n'ai jamais vu de ma vie un système politique, qui consiste à dire aux gens « on va polluer moins, ça va être formidable, vous allez respirer de l'air plus pur, et pour ça, il va falloir payer des impôts ». Je ne vois pas le rapport. Troisièmement, une réflexion d'ordre politique. Il était évident que les Gilets jaunes allaient ressembler à ça et que ce mouvement allait échapper à toutes les structures habituelles qui représentent la société, puisqu'elles sont toutes fatiguées. On a parlé de la politique et du dégagisme. Il y a un dégagisme syndical, on va en parler tout à l'heure, et il y a un dégagisme, comme l'a abordé Philippe, par rapport aux élus locaux qui se prétendent effectivement les plus légitimes, les plus proches du peuple. Il n'y a plus rien qui soit proche du peuple. Le peuple est orphelin. En tout cas, ces gens-là le sont. Alors qu'ils soient vulgaires, qu'ils fument des clopes, qu'ils invectivent les automobilistes, qu'ils traitent quelqu'un d'efféminé de ceci ou de cela, je le crois volontiers et je le condamne. Mais c'était hélas prévisible. Et encore une fois, la faute est à ceux qui ont engendré ce mouvement et pas uniquement à ceux qui le propagent. Monsieur Schmitt, un dernier mot sur ce dossier. Un tout petit mot, c'est juste pour dire qu'il ne faut quand même pas qu'on passe sous silence la question de la violence. Je voudrais rappeler qu'aux émeutes de 2005... D'ailleurs, on en parle depuis 10 minutes. Oui, mais on l'excuse, je trouve trop, enfin en ce qui me concerne, parce que pendant les émeutes de 2005, il y a eu 0 mort.
les émeutes des banlieues difficiles. Lorsqu'on a évacué Notre-Dame-des-Landes, il y a eu 0 mort. Et là, il y a 2 morts et des centaines de blessés. Donc ce sujet... Les morts ne sont pas le fait des manifestants quand même. Hein. Non, mais bien sûr. Mais ça veut dire que... C'était même on réalise, un des morts qui était un gilet jaune, une femme qui a été écrasée. Mais on réalise en fait que la voiture, la moto, en fait, tous les engins de transport sont dangereux. Et c'est quelque chose qui, visiblement, n'avait pas du tout été anticipé. C'est-à-dire que quand on est voiture contre piéton, ça produit des morts. Et là, ça, c'est non seulement la nouveauté de cette manifestation par rapport à la question des réseaux sociaux aussi, c'est que brusquement, on s'aperçoit que la voiture tue. Et ça, c'est un truc qui me semble important, mais il y a eu quand même des déferlements de violence. Moi, j'ai regardé les vidéos, il y a des gens qui étaient secoués dans leur voiture, il y a eu quand même beaucoup d'insultes. Donc, il y a une forme de violence qui était aussi verbale, et il y a des gens, moi, je connais des personnes qui ont été confrontées, qui ont eu peur. Donc, ne négligeons pas le fait que la violence monte, et que face à cette violence, qui peut être... Et qu'est-ce que vous suggérez? La répression face à la violence? Absolument pas. Je suggère juste une chose, c'est qu'on organise les choses, qu'il y ait des contre-pouvoirs, et je dis que le spontanéisme des manifestations ne résout pas la question démocratique et n'apporte pas davantage d'ailleurs de réponses. Je trouve aussi que la réponse du gouvernement en disant « vous pourrez vous acheter une nouvelle voiture » est une réponse extrêmement faible. Et j'observe que la demande a été largement une demande de service public et de collectif. Vous allez perdre 50 € par mois, on vous propose d'en dépenser 15 000 pour acheter une nouvelle voiture. C'est pour ça que je ne suis pas d'accord avec cette... Je la trouve non seulement faible, mais presque insultante. Voilà, on ne va pas revenir sur le fond du traitement du dossier, parce qu'aujourd'hui, on se focalisait vraiment sur la violence. En tout cas, nos internautes aussi ont des propositions, des suggestions pour répondre à l'interpellation de Christian Macarian. Nicole nous dit qu'il faudrait que les gilets jaunes exfiltrent sans violence ceux qui viennent mettre le bazar. C'est aussi l'avis d'Antimac et celui de Lila qui nous dit qu'il faudrait mieux s'organiser et mettre en place un service d'ordre dans les endroits chauds. On passe à un autre dossier chaud lui aussi, c'est l'arrestation de Carlos Ghosn, le président de Renault-Nissan. Il est depuis 2 jours en garde à vue, cette garde à vue qui peut durer jusqu'à 3 semaines. Il est soupçonné de fraude fiscale et ce qui surprend entre autres dans ce dossier, c'est la virulence de la réaction des Japonais par rapport à Carlos Ghosn. Écoutez ce qu'a dit Hiroto Saikawa, c'est le président exécutif de Nissan, c'est-à-dire le numéro 2 de l'entreprise. Il a été placé là par Carlos Ghosn, avec qui il a fait toute sa carrière. Et voilà ce qu'il disait juste au moment où on apprenait l'arrestation de Carlos Ghosn. これですね、やはり長年にわたるゴーン統治のその負の側面と言わざるを得ません。43% の株を持っているルノーのトップが日産トップを兼任するということはですね、やっぱりあまりにもガバナンス上、一人に権限が集中しすぎることは問題だと。これだけが原因ではなくて、これはやっぱり一つ誘因だというふうに思いますので。 Alors ce qui est intéressant, c'est que tous ces reproches-là, on ne les avait jamais entendus jusque-là. On a l'impression que c'est d'un seul coup le couvercle qui saute, alors même que Carlos Ghosn a quand même contribué à sauver Nissan, qui était en grande difficulté. On voudrait nourrir la thèse du complot qu'on ne dirait pas d'autres mots. Parce que ce qu'il reproche à Renault, c'est d'avoir 43% de Nissan. C'est quelque chose qui n'a rien à voir avec l'affaire de supposedly fraude fiscale. Donc il y a là quelque chose de pas net dans le système japonais qui est extrêmement problématique. Et nous savons très très bien pas nourrir la thèse du complot, j'ai pas de preuves. Le gouvernement apparemment en manque beaucoup aussi d'informations sur le cas de Carlos Ghosn. Mais honnêtement, il y a un énorme problème dans le capitalisme japonais et c'est une crispation qu'on constate dans beaucoup d'autres pays, une crispation face à la mondialisation et à la façon dont un bijou national comme Nissan, qui est quand même colossal, représente un enjeu politique, économique, impérial même, considérable. Et je crois que l'affaire Carlos Ghosn dépasse largement le cas de l'individu Ghosn, mais pose le problème du libre-échange et de l'économie ouverte telle qu'elle nous a été présentée comme désirable depuis des décennies. Alors même que, même si ça n'excuse en rien de frauder le fisc, Carlos Ghosn est reconnu comme étant un très grand patron du secteur, l'homme qui a probablement sauvé Nissan, comme le rappelait ce matin Thierry Breton, l'ancien ministre de l'économie, qui connaît très bien le Japon et qui était chez nos confrères de France Inter. Ce que Carlos Ghosn a fait, je pense sincèrement, après avoir été celui que Louis Schweitzer a choisi, lui seul pouvait le faire. Il a réalisé une
je dirais vraiment un exploit managérial. C'est pour ça que tout ceci m'attriste profondément si jamais c'était avéré. Ça a été un immense chef d'entreprise qui a fait de Renault le premier acteur mondial, ne l'oublions pas. Lucie Schmid, ils sont ingrats, les Japonais, ou alors ils ont organisé une espèce de piège, comme le laisse entendre Christian Macarian? Non, mais Christian Macarian a tout à fait raison de dire que c'est une réaction de nationalisme brutal. Ça me semble totalement avéré. Après, la question, et on voit que la question de la brutalité nationale dans les relations économiques est aujourd'hui en pleine croissance. Je veux dire, il y a Trump, il y a Erdogan. Enfin, on est dans une situation où aujourd'hui la brutalité fait partie des règles du jeu. Et on voit bien le mélange. Maintenant, le politique s'immisce dans l'économie, et ça, c'est une nouvelle forme de mondialisation. Après, voir la justice, en l'occurrence, puisque c'est le bureau du procureur de Tokyo. Bon, et on sait bien que, effectivement, les Japonais ont de tout temps eu un lien extrêmement fort entre nationalisme et économie. C'est leur culture, c'est comme ça qu'ils ont construit la puissance japonaise. Alors après, il y a un sujet, moi je trouve, qui est aussi celui de Carlos Ghosn. Comment n'a-t-il pas senti venir les choses? Moi, c'est une question que je me pose parce que c'est quand même pas un perdreau de l'année, et ça fait des années, même j'allais dire des dizaines d'années, peut-être pas autant que ça, mais en tout cas ça fait très longtemps qu'on savait que sa relation à l'argent était une relation... Je veux dire, il ne s'en cachait pas, puisqu'il y avait aussi un problème pour voter son salaire avec l'actionnaire État pour Renault, que de très longue date, on sait que c'est quelqu'un qui aime l'argent et qui demande d'avoir un salaire beaucoup plus élevé que ceux qui ont des postes équivalents par rapport au sien. Alors comment n'a-t-il pas senti venir le danger? C'est une question que je me pose, parce que ça m'étonnerait, puisque les choses viennent aussi de l'entreprise. On le voit bien, il y a eu quelque chose de l'ordre du complot à l'intérieur de l'entreprise. Comment se fait-il qu'il ait été surpris? Je m'interroge là-dessus et je me demande, je me demande comment les choses ont pu rester à ce point secrètes. Philippe Meyer, c'est un roman, cette histoire. Ouais. Écoutez... Enfin, c'est encore plus fort qu'un roman, puisque ça, apparemment, c'est vrai. Deux choses l'une, ou bien Carlos Ghosn est innocent, ce que nous sommes tenus de croire, jusqu'à ce qu'on ait prouvé le contraire. Ça n'a pas l'air d'embarrasser beaucoup M. Hiroto Saikawa, qui a déjà décidé que c'était fait. Ouais, deuxième hypothèse, il n'est pas innocent. Et là, je voudrais vous raconter une histoire. J'étais lié avec le cardinal Lustiger, qui un été m'a demandé de lui servir de sparring partner pour un livre qu'il voulait écrire. C'était dans l'Aveyron, chez moi, et on se faisait servir nos repas par un excellent restaurant voisin. Et un jour, je dis au cardinal, vous savez, ils font un très bon baba au rhum, léger et excellent. Non, on ne pourra pas travailler après. Je dis, écoutez, vous faites ce que vous voulez, moi j'en prends un. Je le prends, je le lui fais goûter, et il dit, ah, en effet, tu as raison, tu peux en commander un pour demain. Et là, je commence à rigoler. Pourquoi rigoles-tu? Parce que amener un prince de l'Église à commettre un péché, c'est satisfaisant pour un... Tu n'y connais rien, m'a-t-il dit. Le péché, ça n'est pas la gourmandise. La gourmandise, c'est au contraire profiter des beautés dont nous pouvons jouir et qui sont toutes à la gloire de Dieu. Ce qu'est le péché, et qui a été très mal traduit par cette stupide Église du XIXe siècle, qu'il détestait absolument, c'est la gloutonnerie. Et si c'est le cas, c'est en effet un cas de gloutonnerie avancée auquel on a affaire, mais cette gloutonnerie-là, ça n'est pas celle éventuellement, et nous ne le savons pas encore, de M. Ghosn, c'est celle de l'ensemble des dirigeants dans ce pays, et ça, les Gilets jaunes, on n'a pas besoin qu'on leur montre du doigt pour qu'ils comprennent que c'est ce qui fait que le poisson pourrit par la tête. Vous êtes assez partagé dans vos réactions sur Internet. On vous pose la question sur Twitter. Trouvez-vous la détention de Carlos Ghosn justifiée? Alors là, c'est 69% oui, donc il y a une vraie majorité. Mais il y a quand même des doutes. Il y a Nicole qui nous dit « Je ne suis pas particulièrement fan de Carlos Ghosn, mais ça ressemble à un coup d'État interne. » Alors que M. Babineau dit si c'est avéré, il n'a pas seulement trompé le Japon, mais aussi le fisc français. Alors, pour l'instant, il faut le dire, il n'y a rien là-dessus. Bruno Le Maire l'a répété hier. Franck nous dit, je trouve que cette affaire ne lui correspond pas. Je pense qu'il a été piégé. Et une réaction, enfin, d'isométrique qui nous dit, les intérêts nationaux commencent à primer sur la mondialisation sauvage. C'est une bonne chose. Chacun chez soi. On peut ajouter que 40 jours de garde à vue, ce qu'il arrive au Japon, moi, j'avoue avoir brisé le veste de Soissons. Absolument. Mais moi, je voudrais jouer un petit peu là, le trouble fait, même si je suis entièrement d'accord avec tout ce qui a été dit. Je voudrais simplement rappeler cette chose. Il n'y a jamais eu d'hommes d'affaires qui ont eu des problèmes fiscaux en France. Il n'y a jamais eu des problèmes d'actionnariat dans l'autre sens, quand une entreprise étrangère possédait une entreprise française. Imaginons simplement que la même chose se soit produite avec un homme d'affaires japonais d'une entreprise qui dominerait une entreprise française. Je vous garantis que toutes les réactions autour de cette table seraient exactement à l'opposé. Tout le monde applaudirait en disant « c'est formidable, c'est un scandale ». Il y a du nationalisme aussi chez nous. Et on le voit très bien dans cette affaire, c'est-à-dire qu'on défend quand même notre champion Renault face aux méchants japonais. Et il y a aussi du nationalisme. Pensez aussi à l'affaire Air France-KLM.
c'est aussi les mêmes situations où la France est dominante sur le plan capitalistique. Et donc moi, je me réjouis de voir à quel point nous sommes pour l'impérialisme capitaliste français dans cette affaire. C'est tout à fait impressionnant. Alors tout le monde ne l'est pas. Hein. Je vous livre, pour nourrir le débat, cette réaction de Nicolas Dupont-Aignan, qui est sur le même registre que M. Saïkawa. En aucun cas, l'État actionnaire n'aurait dû laisser se développer ainsi la prééminence d'un seul individu sur un groupe industriel aussi significatif pour la France. Non, mais on peut tout dire. J'ai même entendu que ça arrangeait le gouvernement et que Macron était derrière parce que ça faisait effet de dispersion par rapport aux Gilets jaunes. Donc, et qu'enfin, un patron puni, au moment où les Gilets jaunes se soulève, ça remettait la flèche de la balance au milieu. C'est n'importe quoi. Ce qui, moi, je trouve est assez frappant, c'est l'opacité qui se poursuit. Nous ne savons pas précisément, en tout cas le ministre Bruno Le Maire a l'air de dire qu'il manque d'informations, et nous ne savons pas précisément ce qui lui est reproché, nous ne savons pas du tout quelles sont ses conditions de détention en dehors des 3 bols de riz par jour, de l'eau, oui, de l'eau pour seule boisson et encore. Oui, c'est un régime spartiate. Hein. Et du tatami sur lequel il va coucher, effectivement, comme Philippe l'a dit, peut-être, si on va jusqu'au bout de garde à vue, pendant 3 semaines. Il faut ajouter que la loi japonaise a été changée cette année, au mois de juin, et que la durée de garde à vue a été prolongée. C'est donc une mesure toute fraîche qui avait fait d'ailleurs débat à l'époque au Japon. Et nous ne savons toujours pas s'il y a eu complot ou pas. Donc ce qui est frappant, c'est que ce capitalisme qui nous cache les richesses des grands patrons, nous cache aussi leur culpabilité, leurs fautes et la façon dont ils peuvent tomber. Donc cette affaire échappe complètement, à l'heure de la mondialisation, de la transparence, de l'information à la nanoseconde, à tout le monde. Et moi, je trouve ça véritablement angoissant. Lucille Schmitt. Oui, moi je trouve qu'il y a quelque chose d'assez intéressant. Moi, ça ne m'angoisse pas du tout, dans la manière dont on est un homme extrêmement puissant, sous les feux des projecteurs, et dont on n'est plus rien du jour au lendemain. Je trouve que c'est un truc. Moi, ça me rappelle Dominique Strauss-Kahn. Je pensais à ça aussi. Ça me rappelle la façon dont Poutine. Dans la façon dont Poutine, par exemple, désigne ses opposants, ou Erdogan, etc. On est dans un monde où surtout, on s'aperçoit que la protection entre puissants, quelque part, elle ne fonctionne plus. Et qu'il peut y avoir des retournements d'alliances qui ne sont absolument pas prévus. Et ça, on peut dire que c'est dommage. On peut dire aussi que ça montre qu'on est dans un moment de transition où, en fait, on ne sait plus très bien, d'ailleurs, quelle est la règle qui s'applique, y compris sur la protection entre ceux qui devraient se protéger. Et la question de l'argent est évidemment un truc fondamental. C'est-à-dire que, sous couvert de morale, de toute façon, chacun sera d'accord sur le fait que le salaire de Carlos Ghosn était largement disproportionné. En plus qu'il affichait un sentiment d'impunité totale, puisque, au fond, il fraudait publiquement. C'est quand même et au fond, il fraudait publiquement parce qu'il était persuadé qu'il avait un sentiment d'impunité. Donc il y a quelque chose là qui fonctionne sur. Il fraudait publiquement, mais on ne savait pas qu'il fraudait le fisc au Japon. Ce qui a été dit assez clairement, c'est que tous ces salaires et tout était public en fait au Japon. Et donc c'est pour ça que la question du complot et pourquoi ça s'est déclenché à ce moment-là a été posée. Voilà. On va revenir en France, si vous le voulez bien, pour parler des syndicats qui traversent une passe un peu compliquée. Par exemple, la Force ouvrière, où tous les grands chefs à plumes sont réunis pendant 2 jours pour essayer de trouver un nouveau patron, un nouveau secrétaire général, après Pascal Pavageau, qui s'était rendu célèbre pour avoir mis en fiche l'ensemble des dirigeants du syndicat. Et puis, évidemment, il y a le fait que les syndicats sont un peu largués dans ce mouvement des Gilets jaunes. Écoutez des témoignages de dirigeants syndicaux comme celui de Patrice Clos. Alors, c'est le secrétaire général de Force ouvrière Transport. Il était ce matin sur BFM TV. Et alors, lui, les Gilets jaunes, s'il peut leur donner quelques conseils, il est bien content. On est là pour porter un appui, un soutien. Une expertise, puisqu'on a vu des choses quand même dans les barrages. Ah, c'est intéressant ça. Une expertise, un service d'ordre, vous voulez dire? Service d'ordre et comment faire un barrage. On voit des choses même encore aujourd'hui, en matière de sécurité, c'est aberrant. Par exemple on ne se met jamais devant des véhicules, tout simplement. On a toujours quelque chose entre le véhicule et 1 ou 2 personnes, mais jamais un être humain devant un véhicule. Voilà, et pour compléter ce tableau, je propose de réécouter ce que disait Philippe Martinez, le patron de la CGT. C'était la semaine dernière. Et lui aussi, il reconnaissait qu'il avait quand même des choses à apprendre de ce mouvement des Gilets jaunes.
intellectuellement et pratiquement, on en tire des enseignements, oui. Et il faut élargir, pratiquer plus Internet, des moyens de communication plus modernes que les distributions de tracts. Ça, on pratique. Mais ce qu'on veut, c'est aussi que le message il soit bien entendu. Une mobilisation par Internet, c'est important, ça permet de... Mais ça ne suffit pas. Philippe Meillat, ils sont un peu aux fraises, là, nos amis syndicalistes. Le gang des moustaches. Écoutez, c'est touchant d'entendre le secrétaire général de la CGT, dont d'ailleurs on peut rappeler aussi qu'elle a connu quelques problèmes de leadership avec l'élimination du prédécesseur de M. Martinez, pour des raisons de train de vie, qui étaient considérées, à juste ou à injuste titre, comme étant tout à fait excessifs. Mais enfin, c'est quand même très touchant de voir, on est en 2018, si j'ai bien fait mes calculs, le secrétaire général de la CGT découvrir que Internet est un puissant moyen de mobilisation. Et on peut même lui dire que les réseaux sociaux aussi, mais bon. Oui, on n'en a plus besoin du coup de ces syndicats, Christian Macarian. On voit qu'ils sont quand même un petit peu en dehors des luttes sociales. Et de la même façon, dans les dossiers récents comme la réforme du Code du travail, ils ont manifesté, mais personne ne les écoutait. Pour reprendre votre formulation, nous n'avons plus besoin de ces syndicats, avez-vous dit, de ces syndicats-là. Mais des syndicats, oui, ce sont les intermédiaires naturels des pouvoirs publics par rapport à toute la sphère sociale. En Scandinavie ou en Allemagne, ça se passe beaucoup mieux. Il n'y a pas de gilets jaunes ? Il n'y a pas de gilets jaunes. Il doit y avoir des mouvements. Si, il y a des gilets jaunes en Belgique, un petit mouvement qui s'est développé. Mais la façon dont le syndicalisme est construit en France, fondamentalement sur la notion de lutte des classes, qui a été compensée par une cogestion générale, c'est ça qui est en cause et qui est complètement débordé aujourd'hui. Du reste, ce n'est pas la première fois. Dans les grands conflits sociaux, plusieurs fois, les syndicats ont été débordés. Là, ils essaient de récupérer, que ce soit FO ou la CGT. Ils n'y arriveront pas. Mais la question qui se pose, et hélas, revient à l'État central. Comment l'État peut-il fonctionner par rapport aux différents échelons sociaux sans les syndicats? C'est très difficile. Il ne faut pas être anti-syndical, mais ce sont ces syndicats-là dont, comme Philippe l'a rappelé, les agissements paraissent très très éloignés, parfois, je ne veux pas généraliser, de la morale publique généralement admise. Eh bien, ce sont ces syndicats-là qui apparaissent aujourd'hui totalement ringardisés, totalement hors de la tension sociale et du fameux conflit entre le centre et la périphérie. On peut quand même s'étonner que le gouvernement n'ait pas répondu à la proposition de Laurent Berger d'organiser très rapidement une table ronde de l'ensemble des acteurs concernés. Parce que peut-être sur cette affaire de Gilets jaunes, Laurent Berger proposait de réunir toutes les parties prenantes, sauf justement les Gilets jaunes, alors qu'ils étaient quand même... Non, il disait pas sauf. Non, moi je crois que je suis tout à fait d'accord avec Philippe Meillat, et deux choses d'ailleurs, parce que je crois que la Fédération FO des transports, un point d'information, est allée plus loin. Hein. Elle est en train de rejoindre le mouvement. Absolument. Ce qui est très inquiétant d'ailleurs, pour le gouvernement, c'est très inquiétant, parce que la Fédération des transports FO, c'est quand même pas mal de divisions, et surtout c'est pas mal de camions. Hein. Mais non, je vais moi dans le sens de Philippe Meillat, moi j'ai pas du tout compris. C'était merveilleux ce qu'a proposé Laurent Berger, parce qu'il proposait de façon très CFDT, très deuxième gauche, une conférence qui n'était pas du tout une conférence uniquement avec les syndicats, c'était au gouvernement d'ailleurs d'en fixer la géométrie, l'ordre du jour, les acteurs. C'était ouvert aux Gilets jaunes. C'était tout à fait ouvert. Enfin, en tout cas, il a proposé. Et le gouvernement a dit tout de suite, niet. Ce qui est quand même... Alors que c'était une magnifique porte de sortie, à mon avis, par le haut, pour tout le monde, ne pas faire perdre la face, reconnaître ces gilets jaunes, remettre les syndicats dans le coup, reposer des questions de fond, hein, Lucille, dont nous parlions, sur l'écologie, sur la transition écologique. J'avoue n'avoir pas compris, sinon que là, il y a eu un réflexe un peu d'autorité, et non pas une position d'autorité, véritablement, et peut-être quelque chose d'un peu techno, comme on dit. Hein. Quelques chiffres pour nourrir le débat. Sur Twitter, on vous pose la question, évidemment, ce n'est pas un sondage, puisque ce sont les internautes qui suivent l'émission qui réagissent. Selon vous, faut-il sauver le syndicalisme français? Question volontairement un peu provocatrice. 68% répondent non. Et puis, cette fois-ci, c'est un sondage, et donc là, ça a une valeur de représentative. Le sondage Via Voice pour le Figaro de lundi dernier. À titre personnel, pensez-vous que les syndicats en France, de manière générale, sont des freins à la réforme ou sont utiles pour engager les transformations? Eh bien, il y a une majorité, à la fois dans le grand public et chez les salariés, qui considèrent que les syndicats sont devenus des freins. Est-ce aussi votre avis, Lucille Schmid?
Peut-être je reprendrai ce qu'a dit Christian Macarian. Ces syndicats-là, et encore c'est difficile en fait d'associer tous les syndicats. Par exemple, c'est vrai que la CFDT a cette tradition, en tout cas, de mettre des propositions de contenu sur la table. Après, sur le rapport de force, parce qu'on n'est quand même pas dans un monde de bisounours, sur la question de salaire, sur la question du pouvoir d'achat qui a été quand même posée par les Gilets jaunes, je ne suis pas sûre que la CFDT soit le meilleur syndicat, soit le syndicat le plus représentatif sur la défense du pouvoir d'achat. Moi, je voulais dire juste une petite chose, c'est que ça montre qu'on manque complètement de contre-pouvoir, cette affaire des Gilets jaunes, c'est-à-dire que les maires n'ont pas joué leur rôle de manière correcte. Je pense qu'ils auraient dû être plus actifs. Les syndicats ne l'ont pas joué. Et sur la question de la proposition de Laurent Berger, elle est certes très bonne sur le principe et quand on philosophe et quand on est à Sciences Po, mais sauf que les Gilets jaunes n'ont pas de représentants. Comme ça a été rappelé, ils sont extrêmement... Ils n'ont pas un moyen de leur faire désigner des représentants. Je ne crois pas, Philippe, parce que moi, je suis peut-être la seule autour de la table à regarder la vidéo de Jacqueline qui a été présentée partout sur BFM Télé et compagnie. Jacqueline Sancu, comme la leader des Gilets jaunes, qui est quand même une folle incroyable, qui a quand même justifié le fait qu'il y ait eu un mort en disant c'est la faute du gouvernement. Donc moi je pense qu'il y a une forme d'extrémisme, en tout cas dans les personnes qui ont été mises en avant, qui ne correspondent pas. Non mais attendez, je pense aussi qu'il y a une extrême diversité en fait des positions. J'ai vu aussi des Gilets jaunes dire on est des grands écologistes. On ne fait pas ça par anti-écologiste, on fait ça parce qu'on est prisonnier de la voiture. Donc il y a des choses qui font que créer la dynamique de représentation des Gilets jaunes, je ne suis pas sûre que ce soit si simple que ça. Vous ne croyez pas que tactiquement, au moins tactiquement, c'était une bonne idée pour arriver à sortir... Je pense que pour commencer, mon cher Christophe, il faut rétablir l'ordre public. Je suis un peu la préfète autour de la table, excusez-moi, mais rétablir l'ordre public et après on fera une conférence. L'écologie mène à tout. En plus, tous ces gens qui brûlent des pneus, c'est pas terrible pour la planète. Alors pendant que Philippe Meyer récupère son micro... Je ne suis pas sûr qu'on vous entende encore, parce que, voilà, comme je vois qu'une pile est tombée, donc on va s'occuper de ça tout de suite. Et je suis sûr que Christian Macarian a quelque chose d'intéressant à nous dire, en attendant d'écouter Philippe. Et cher Guillaume, merci de me demander de meubler. Pas du tout. Après l'incident technique. Non, je crois qu'il y a, après le macronisme, le dégagisme, la restructuration de la vie politique telle qu'elle s'est accomplie en 2017. Il y a une phase maintenant qui concerne les syndicats, mais qu'il ne faut pas tomber dans un radicalisme antisyndical, pas plus qu'il faut être dans une syndicalo-philie, voilà, absolument, ou latrie, une syndicalo-latrie. Il faut observer les choses de façon très pragmatique. Nous avons besoin de syndicats. La question des retraites, par exemple, tous ces accords de branche, la France a un record de branches en Europe. Ça passe par des intermédiaires, surtout quand il faut simplifier tout ça, ce qui est l'ambition du gouvernement. Il faut énormément simplifier tout cela, et les syndicats sont attachés au monde ancien. Et c'est ce que démontre, à mon avis, cette affaire de Gilets jaunes, c'est que les syndicats, d'un coup, représentent l'ancien système. C'est un petit peu ce que disent nos internautes. Jusque dans l'argent. Nicole nous dit, je ne suis pas pour le syndicalisme qui font de l'argent. Tel qu'il existe depuis des années, il faut qu'il se réforme. Claude qui nous dit aussi, le syndicalisme doit s'adapter au changement de société et être plus clair dans sa gestion financière. Trop d'abus. Et Goudron ajoute, les syndicats doivent se renouveler profondément. Philippe Meyer, vous êtes redevenu audible, donc nous vous écoutons. Non, je voulais rebondir sur la suggestion de Lucile, selon laquelle le problème, c'est l'ordre public. Mais là aussi, est-ce que le gouvernement n'avait pas la possibilité de prendre une initiative après ce qui s'est passé le week-end dernier? C'est-à-dire de dire, puisque les Gilets jaunes ont l'intention de continuer, leur dire, bon, d'accord, vous continuez, nous respectons le droit de manifestation, mais vous ne pouvez pas continuer dans des conditions de sécurité qui sont celles-là. Allez dans les préfectures et dans les sous-préfectures, déclarez-vous, regardons ensemble comment on peut assurer la sécurité. Nous nous opposons au blocage, comme nous l'avons toujours dit, donc on négociera ça avec vous, enfin on réglera ça avec vous, mais là... Aussi, il me semble que l'absence d'initiative du gouvernement dans ce domaine-là, qu'est-ce qui va se passer si samedi prochain, puisqu'il y a cette montée sur Paris qui est en train de se préparer, qu'est-ce qui va se passer s'il y a de nouveau des incidents graves, des blessés graves et peut-être aussi des morts? C'est en tout cas une nouvelle funeste pour le gouvernement et pour tous les citoyens que de voir des syndicats complètement largués et de l'autre côté, un mouvement complètement incontrôlable. Je veux dire, il n'y a plus de levier. On a l'impression que le gouvernement n'a plus de manettes sur lesquelles tirer. Il n'y a plus de contre-pouvoir et il n'y a plus de rouage. C'est-à-dire que vous donnez un ordre en haut du système et il ne se transmet pas. La chaîne est
brisé. Non, mais 68 non plus, il n'y avait pas vraiment de représentants. Du côté des étudiants, il y avait un peu d'UNEF, mais cette UNEF n'avait aucune autorité sur rien. Elle était comme l'UNEF d'aujourd'hui, elle représentait un très petit nombre d'étudiants. Mais les pouvoirs publics, et notamment en son temps le regretté préfet Grimaud, ont su faire ce qu'il fallait faire pour trouver des gens avec qui discuter et pour tenir les forces de l'ordre, qui étaient autrement plus brutales qu'elles ne sont aujourd'hui, pour les tenir dans la limite du droit. J'observe juste qu'il y avait parmi les représentants, par exemple à Lille, l'une des 3 organisatrices de la manifestation a dit « Je suis une écologiste ». Après, on a vu d'autres qui conduisaient les 4x4. Non, mais il y a quelque chose, même dans la relation à la voiture, dans la revendication autour du pouvoir d'achat, il y avait des revendications diamétralement opposées. C'est donc un mouvement assez atypique, très atypique. Soyons équitables. Comme dit Philippe Meyer, en 68, il y a bien eu un mouvement, d'ailleurs le mouvement ouvrier lui-même a été tout à fait incontrôlé au départ. La CGT. Et on a identifié des leaders étudiants qui d'ailleurs, ça leur a réussi dans la vie, n'est-ce pas? Y avait-il, cher Christophe, autant de divergences sur les contenus? J'en en suis pas sûr. Oui, mais alors cela dit, si ce droit-là, si ce droit à l'attroupement est réservé au bac plus 12, il faut le dire carrément. Mais Lucille, le caractère hétéroclite... Je ne suis pas aussi élitiste que vous le laissez entendre, cher Christophe. Je vous pose la question. Le caractère hétéroclite, voire complètement contradictoire de ces revendications, est en train de définir l'identité même de ce type de mouvement. C'est-à-dire qu'on ne sait pas par où les attraper. Et c'est ça qui est devenu dangereux. Et en soi, c'est un fait social, sociologique, politique, tout à fait majeur. Donc moi, je refuse de régler ça par la simplification en disant ils sont hors la loi, il faut que l'ordre public soit rétabli. Ce n'est jamais ce que j'ai dit. Non. J'ai dit qu'il y avait un préalable. Je n'ai pas dit que vous l'aviez dit. J'ai dit qu'il y avait un préalable. On ne revient pas sur les gilets jaunes. Il y a un préalable. Je pense quand même qu'il faut méditer ce qui est en train de se passer et que les histoires de fractures, de ruptures, de périphérie et de centre sont des thèses, mais que tout de même, elles tournent, elles ont un parfum de vérité. Elles ont un parfum de vérité. Les gens qui manifestent avec parfois beaucoup de vulgarité, voire de violence, expriment aussi une désespérance. Et la façon dont on tient à la bagnole, c'est le dernier bien matériel que certains peuvent identifier. Je pense que c'est surtout le fait d'être prisonnier de la voiture. Il faut le respecter. Nous avons déjà beaucoup parlé des Gilets jaunes et des motivations du mouvement. Et puis apparemment, il n'est pas terminé. Donc on a peut-être l'occasion de revenir sur ce sujet. Il nous reste quelques minutes pour parler des Républicains qui se cherchent toujours une tête de liste pour les élections européennes qui, je vous le rappelle, auront lieu en mai prochain. Laurent Wauquiez n'a pas pris sa décision. Alors, est-ce qu'il y a un bon profil pour prendre la tête de cette liste? Il y a un nom qui circule depuis le week-end dernier, c'est celui d'un professeur de philosophie qui s'appelle François-Xavier Bellamy. Vous le connaissez peut-être si vous êtes lecteur du Figaro Magazine, car nous lui avons consacré une couverture il y a quelques semaines. Et il a 33 ans, il est maire adjoint d'hiver droite de Versailles. On parle de lui, il ne dit pas non. Il a un profil, on va dire, conservateur, peut-être un petit peu trop pour Gérard Larcher, le président du Sénat. Écoutez, il commentait ce matin, Gérard Larcher, la possibilité d'une candidature Bellamy. Ne me correspond pas, j'allais dire, dans tous ces choix. Est-ce que c'est votre droite? Mais le sujet, c'est pas François-Xavier Bellamy, c'est est-ce que le projet que nous allons porter aux européennes est un projet qui va rassembler l'ensemble de la famille des Républicains autour des valeurs du PPE, sur des sujets aussi importants que l'identité, la crise migratoire, autour des valeurs humanistes. Voilà, c'est important, les valeurs humanistes. On rappellera que François-Xavier Bellamy ne fait pas mystère de ses convictions catholiques. Est-ce qu'il y a un bon candidat, un portrait robot? Christophe De Vogt, donner une tête de liste à quelqu'un qui n'est pas connu du tout, malgré jeune, Figaro Magazine. Malgré Figaro Magazine, donc il est un petit peu plus désormais, c'est vrai. Est-ce que ça vous paraît un coup trop risqué ou une bonne idée? Moi, j'ai surtout l'impression que c'est un peu une patate chaude que les leaders de Républicains essaient de se refiler. Écoute, après toi, si tu veux bien, allez, les Européennes, je te vois vraiment très bien pour les Européennes. Et on dirait les pronostics ne sont pas bons parce que le positionnement n'est pas clair, toujours la même chose, une loi de la vraie rhétorique, ça. Et donc, ils se disent, bon, ben, d'ailleurs, on ne peut pas se mettre d'accord entre nous, les grands barons, parce que s'il y en a un qui prend un avantage sur l'autre, etc. Puis, on n'est pas d'accord sur l'Europe. Vous savez très bien qu'au sein de la droite, il y a au moins 2 visions de l'Europe. Une vision, disons, libérale, traditionnelle, Raffarin, et une vision beaucoup plus conservatrice, nationaliste, Wauquiez. Souverainiste. Donc, vas-y, François-Xavier, j'ai envie de vous dire. Vous voyez ce que c'est ça? Allez,
vas-y jeune homme. Et il a tous les talents pour ce faire, je crois qu'il n'a pas la notoriété suffisante, et surtout, il ne peut pas remplacer la décision du programme, de l'agenda politique de cette fameuse liste républicaine. Sur Twitter, on vous pose la question, qui verriez-vous en tête de liste européenne du côté des Républicains? Alors, c'est assez ouvert. Laurence nous dit François-Xavier Bellamy, mais Froger nous dit pourquoi pas Bruno Retailleau, le patron du groupe Les Républicains au Sénat, tandis que Nelly parle de Jean Leonetti, qui est le numéro 2 du parti, qui effectivement a été évoqué comme tête de liste. Alors que Valérie nous dit Nicolas Sarkozy, il en met juste en rêve parce que je ne crois pas qu'il se remettra en politique. Et vous, Lucille Schmid, est-ce que vous avez un candidat ou une candidate pour les Républicains européens? Pour votre liste. Non, moi je me demande juste une chose, c'est qui est encore aux Républicains? Parce que j'avais regardé, j'avais vu que Xavier Bertrand, par exemple, était assez plébiscité dans les sondages début octobre sur le fait de pouvoir être tête de liste d'une liste de droite. Et je crois que bon, ça ne peut plus être le cas pour les Républicains. Donc la question, au fond, c'est est-ce que les Républicains réussiront à faire une liste de droite, étant donné la façon dont ils ont des bisbilles entre eux? C'est pas seulement se refiler la patate chaude, c'est ce qui représente encore la droite. Donc ça je tenais à le dire. Ensuite, sur François-Xavier Bellamy, je me disais, mais au fond, c'est un peu un profil à la Emmanuel Macron de droite, c'est-à-dire c'est un intello. Il a des très beaux yeux bleus. Il est prof de philo en classe préparatoire. Il a des super yeux bleus, il est à Versailles, il est hyper bien identifié et tout, il a un côté gendre idéal. Mais on a déjà un grand intello à la tête de l'État et on s'aperçoit que ça ne fonctionne pas si bien que ça. Et je me demande s'il faut refaire le coup de l'intello qui en même temps est élu et puis qui va vous expliquer comment est-ce que ça fonctionne alors qu'il y a les gilets jaunes. Donc moi je pense il a qu'en le tout niveau cas, intellectuel que vous requérez pourtant. mais bien sûr, mais que nous requérons tous à la demande de Guillaume. Philippe, Moi, tant qu'à faire de chercher un outsider, je suis pour Geneviève de Fontenay. Mais François-Xavier Bellamy est incontestablement une tête bien faite, très bien faite. Mais est-ce qu'une tête bien faite fait une tête de liste? J'en suis pas sûr. D'autant plus que s'il est désigné comme tête de liste, ça sera parce que les autres n'arrivent pas à se mettre d'accord. C'est-à-dire que dans le panier de crabe, on se donne, tout le monde donne des coups à tout le monde, finalement on dit on va en chercher. Mais la chose la plus certaine, c'est que s'il est tête de liste, et il sera élu nécessairement, comme toutes les têtes de liste le seront, à peine sera-t-il élu que tous les crabes se retourneront contre lui pour essayer de lui retirer le pouvoir et l'aura qu'il aura acquise en étant devenue tête de liste. Donc, je ne suis pas très sûr que tout ça sorte la droite du marasme dans lequel elle croupit. Christian Macarian, c'est une bonne idée ou c'est trop risqué? Je ne sais pas, cher Guillaume, je n'ai jamais rencontré la une du Figaro Magazine, le personnage qui fait la une, mais je veux bien, après avoir lu l'excellent numéro du Figaro Magazine, je veux bien concéder que c'est un personnage nouveau et tout à fait intéressant. Mais si j'étais lui, je n'irais pas. Parce que on ne peut pas aller aux élections européennes à la tête, au nom d'une formation qui n'a aucune idée de ce qu'elle veut faire de l'Europe dans le futur immédiat, dans un futur proche. Donc, ou bien M. Bellamy va servir de caution propre sur lui et se fera rouler dans la farine aussitôt après, ou bien alors il exige des éclaircissements et que la droite trouve dans les mois qui viennent, un point de vue sur l'Europe, ce qui m'étonnerait énormément. Et à ce moment-là, elle choisira quelqu'un d'autre. Et à ce moment-là, Bellamy n'aura aucune chance, parce que le méchant qui aura imposé son point de vue dira « je veux, moi, la place », et c'est pas Bellamy qui l'aura. Donc je pense que c'est bien ça qui est dommage. Le profil de M. Bellamy est très intéressant, très riche et nouveau. Et moi, contrairement à vous, Lucille, ça ne me gêne pas que ce soit un intello de plus, parce que vous venez de dire ce que vous pensiez des gilets jaunes, et maintenant vous dessoudez les intellos, donc il va falloir quand même... Ah mais elle est comme ça, elle disperse pas son peuple. Entre le peuple et les intellos, il va falloir quand même des gens pour assumer les fonctions. Moi, je contester que le président de la République soit un intellectuel. Mais c'est un débat, nous aurons un débat sur Emmanuel Macron une autre fois, non? En tout cas, il n'est pas que cela, il est aussi... C'est un homme qui sait se servir de son intelligence, c'est un homme qui a de l'instruction et qui l'a montré dans les concours qu'il a réussi, même dans celui qu'il a raté. Mais je ne dirais pas que c'est un... Non, c'est pas méchant, c'est juste pour rappeler que... Non, il y a rigueur chez lui quand même, c'est pas rien. Non, mais un intellectuel, c'est pas tout à fait ça quand même. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui est, même quelqu'un de cultivé ou quelqu'un d'instruit, ne devient pas pour autant un intellectuel. Oui, c'est quelqu'un qui, en effet... Oui. François-Xavier Bellamy a toutes les caractéristiques de l'homme trop bien pour se livrer à cette manœuvre-là. Pour prendre la place de Michel Barnier. Il fera ce qu'il veut, mais... Voilà, en tout cas, vous avez plein d'idées sur, chers internautes. Outre Bellamy, vous nous parliez de jeunes comme Aurélien Pradier, Lydia Guirous ou Fabien Di Filippo. Eh bien, Laurent Wauquiez n'a que l'embarras du choix, puisque, en fin de compte, c'est lui
qui va décider qui sera cette tête de liste. Merci beaucoup à tous les quatre d'avoir accepté notre invitation. Point de vue, c'est fini pour ce soir, mais nous revenons demain, bien sûr, à la même heure et au même endroit.